Est-ce que vous reconnaissez cette jungle ? C'est pas celle de Pandora, non. Mais dans cette jungle, il y a des tribus autochtones qui s'affrontent. Il y a les porteurs du feu, qui apportent la mort avec eux, et il y a les habitants de la forêt, des chasseurs qui savent utiliser les forces de la nature à leur avantage. Il y a aussi la civilisation, celle qui corrompt, celle qui vient avec de mauvais présages. Cette jungle ne se trouve pas dans le futur, ni sur une planète lointaine. Cette histoire se passe sur Terre, il y a plus de 500 ans. Et si ce film, sorti 2 ans avant le premier Avatar, avait de quoi réparer les scénarios accusés trop simplistes de la franchise de James Cameron? Et si ce film était le parfait préquel, mais attention, pour un public averti seulement, et sans CGI, afin de représenter les épreuves qu'un peuple comme les Na'vi pourrait avoir traversées avant même l'arrivée des humains. La couleur manquante de la palette qu'Avatar 3 de feu et de cendre a tenté d'apporter, un peu trop tard et avec trop peu d'assurance. De mon côté, j'arrive toujours pas à croire mes yeux face à ces images, c'est de la sorcellerie. Avatar, c'est un bijou technologique accessible à tous. À partir de là, j'ai du mal à jeter la pierre sur les autres aspects du film. Les incohérences du scénario, c'est pas le premier film qu'en possède, et sont pas assez importantes pour moi me faire sortir du film sur le moment. Les thèmes de la famille et des croyances, du deuil et de la colère, de la spiritualité qui s'oppose aux faits rationnels, moi, c'est des sujets qui me touche particulièrement dans ce dernier volet. Après, la redondance des séquences de bataille, les boucliers scénaristiques qui protègent les personnages centraux, bien sûr que j'aurais préféré ne pas les avoir. Mais la fluidité de la réalisation, la maîtrise totale des visuels et du son, l'amour porté à cet univers par ses créateurs, ça me laisse pas indifférent et je suis définitivement abonné à retourner voir les prochains films dans les meilleures conditions qui me seront accessibles quand ils sortiront. Et tant qu'Avatar a l'excuse d'être une innovation impressionnante, je pense qu'on peut laisser couler le fait que l'histoire vise large, simple et efficace. Pourrait s'en suivre tout un débat sur l'art et ses obligations, la réalité de l'industrie, le coût de l'expression, les responsabilités liées à la lumière des projecteurs, mais c'est pas ça dont je veux parler. Moi, je veux rêver. Et si Avatar était encore plus à mon goût? Et si le scénario n'avait pas toutes les contraintes de rentabilité et de taille d'audience cible, qu'est-ce qu'il pourrait oser? Parce que le film est ce qu'il est, j'imagine qu'il a ses raisons d'être comme il est, et il me semble qu'il ne pose aucun problème à exister tel quel, mais juste le temps de cette vidéo, j'aimerais voir ce que Pandora pourrait nous offrir. Et pour encore plus me protéger, parce que je suis terrifié à l'idée de critiquer une œuvre aussi impossible à réaliser, je vais m'appuyer sur un autre film bien connu qui, fusionné avec Avatar, pourrait créer la tragédie dont je rêve en secret. En gros, cette vidéo, c'est moi qui gaslight Avatar, en lui disant « Je te demande pas de changer. Maintenant, si tu veux être parfait à mes yeux, voici 2-3 petites idées, quoi. » Avatar 3 a enfin introduit une tribu de Na'vi qui ne représente pas l'incarnation du bien, de la connexion avec la nature et des valeurs de la famille et de la spiritualité. Les Manquan se sont retournés contre Eywa après qu'elle les ait abandonnés lors d'une éruption volcanique. Your goddess has no dominion here. Ils arpentent Pandora en semant la destruction et la terreur, répandant le feu de leur colère et les cendres de leur rancœur, arrachant littéralement aux autres Na'vi leur lien avec Eywa en coupant net leur kourou, cette tresse qui permet leur connexion avec leur environnement, leur monture et l'accès à leur divinité. Et quand cette nouvelle tribu a fait son entrée, je me suis dit « Enfin de la nuance, enfin les humains ne sont pas les seuls méchants !» Et enfin, les Na'vi gagnent en humanité, parce que, contrairement à ce qu'essaie de nous faire croire le premier film, les Na'vi n'ont aucune raison d'être simplement la version vertueuse d'un être humain. Ils sont pas tous sages par défaut, ils ont des accès de colère, ils sont racistes, même si, bon, on peut comprendre vu ce que leur font les humains, ils ont une politique de la loi du plus fort, ce qui pourrait les exposer à la tyrannie si une brute venait à prendre la tête d'un clan, et même si Eywa les apaise et leur donne des visions ou des signes, c'est à eux d'interpréter. Et on sait ce qu'un même texte interprété différemment peut faire à des peuples. Pandora n'est pas juste un jardin d'Éden dans lequel l'homme serait venu piller, détruire et tuer. Pandora est une planète habitée par une espèce intelligente qui a évolué en tribu, dont les individus, bien que tous reliés à la nature par leur biologie, possèdent leurs propres croyances, philosophies et palettes d'émotions similaires à celles des êtres humains. Il y a un autre truc qu'Avatar 3 nous introduit, c'est une tribu de marchands. Donc même si on parle pas de système monétaire, il y a des Na'vi dont le mode de vie consiste à vivre des échanges avec différentes tribus. Même s'il n'y a pas de monnaie, en toute logique, si les marchands ne créent pas de valeur dans leurs échanges, ils ne peuvent pas survivre, donc il y a forcément une notion de profit ou du moins de rémunération. C'est plus juste un simple échange entre un chasseur et un cueilleur ou du partage entre les membres d'un clan, on parle d'une tribu qui ne produit pas de biens matériels, mais dont la valeur ajoutée provient des échanges qui le rendent possible entre les tribus lointaines. On se rapproche quand même vachement d'un système où la bonne entente dépend de la perception de chacun sur la viabilité des échanges, et s'ils ont des émotions aussi proches que celles des humains, avec leur fierté, leur méfiance et tout le reste, j'ai du mal à croire que ça se passe absolument toujours bien. On peut envisager que certains cherchent parfois à gagner plus que ce qu'ils méritent, et que d'autres se fassent avoir dans les échanges. Bref, la civilisation quoi. Et la corruption qui vient avec. Et je vais pas avancer que
ce thème de la civilisation n'est pas déjà exploré dans les films Avatar, mais pour l'instant, la saga semblait établir un contraste fort entre la pureté des Na'vi et la noirceur des humains. Puis les films ont procédé à mélanger ces deux couleurs en la présence de la famille Sully, les méthodes militaires à l'américaine de Jake qui rentrent en conflit avec les valeurs d'honneur pour la tribu et les attaches émotionnelles de Neytiri, la modification progressive des armes des Na'vi par les technologies humaines comme la flèche explosive de Neytiri ou les lance-flammes offerts par Quaritch aux Manquan en échange de leur soutien. Avatar vient mélanger des notions opposées représentées par les deux camps, humains et Na'vi, technologie et nature, croissance maladive et stabilité, corruption et pureté, qui s'entrelacent pour créer film après film une cohabitation et un mix de valeurs. Mais ce nouveau volet nous montre que ce contraste entre les Na'vi et les humains n'est pas totalement fondé, que les Na'vi eux-mêmes ont des différends entre leurs tribus et une forme de civilisation qui pourrait donner cours à des tentatives de corruption. La guerre existait sur Pandora avant que les humains n'arrivent. Et ça, c'est énorme! Ça pourrait constituer un film à part entière. Et ce film existe déjà. Sans image de synthèse, et dedans on n'y parle pas le Na'vi, mais le Maya Yucatec. Certains d'entre vous auront reconnu le film dont je veux parler, il s'agit d'Apocalypto, réalisé par Mel Gibson et sorti en 2007. Le fait que ce film soit entièrement tourné en Maya, ça adresse déjà un premier désir refoulé que j'ai vis-à-vis des films Avatar. Je crois qu'il n'y a rien qui me sorte plus d'une histoire que quand on me rappelle que le film est à destination d'un public flemmard, qui refuse de lire des sous-titres. Si vous avez vu Apocalypto, le Maya c'est étonnant pendant les 5 premières minutes du film, mais après on oublie complètement qu'on lit des sous-titres pendant le reste de l'histoire, l'immersion elle en est même sublimée. Avoir inventé toute une langue pour l'abandonner dès le second volet et n'en faire que des répliques occasionnelles, c'est un aveu de faiblesse. Bien sûr que c'est un challenge supplémentaire de devoir apprendre une langue fictive à tous ces comédiens juste pour jouer le jeu. Ils sont pas à ça près, hein. Mais si Avatar voulait devenir parfait à mes yeux, il ne tricherait pas avec ses propres langues. Si vous avez la chance de parler plusieurs langues, vous savez qu'on réfléchit pas à nos formulations de la même façon selon la langue qu'on pratique le plus. C'est d'ailleurs l'enjeu du film Premier Contact, tout ce changement de perception qui s'opère quand on commence à penser dans une nouvelle langue. C'est l'hypothèse de Sapir-Whorf qui suggère que les représentations mentales qu'on se fait du monde qui nous entoure dépendent de la catégorie linguistique. Donc en translatant tout le langage Na'vi en forme anglaise, Avatar nous fait juste comprendre qu'il n'y a aucun avantage à apprendre la langue des Na'vi, que ce langage alien ne modifierait en rien notre façon de percevoir le monde qui nous entoure. Le « je te vois » n'est donc rien d'autre qu'une formule qui se traduit parfaitement en anglais, ça s'inscrit pas dans une façon de percevoir les relations, les individus, dans une culture plus alien quoi. Dans le Avatar de mes rêves, la langue Na'vi nous apprendrait une perception du monde différente, en s'inscrivant dans une culture qui interprète les choses à sa façon et tisse des liens difficiles à traduire dans la langue des envahisseurs. Je veux croire en la poésie de la langue Na'vi. Mais même sans partir aussi loin, rien que pour l'immersion, voir les Na'vi être eux-mêmes, ça jouerait énormément. Notre propre compréhension du sous-texte serait encore plus basée sur notre observation de l'attitude corporelle, des regards, des micro-expressions des comédiens. Avec une telle immersion, imaginez les communautés de fans qui décideraient d'apprendre des phrases en Na'vi. En plus, cette immersion, c'est la meilleure façon d'apprendre une nouvelle langue. Moi, mon apprentissage en anglais, ça s'est surtout fait en consommant du contenu anglophone, que ce soit des films, des séries ou des vidéos YouTube. Et au début, j'avais les sous-titres français, puis je suis passé aux sous-titres anglais, jusqu'à finir par comprendre une grande partie de ce que je regarde en anglais sans sous-titres. C'est d'ailleurs bien plus efficace que d'apprendre un lexique par cœur, traduction par traduction. Et c'est cette méthode que propose le partenaire d'aujourd'hui, Rosetta Stone. Notre langue maternelle, on l'apprend comment? En observant, en faisant nous-mêmes le lien entre l'objet ou l'action et la façon de l'exprimer. On ne nous donne pas un lexique à apprendre à côté des traductions, ce sont nos parents qui nous montrent quelque chose en le disant clairement pour qu'on le répète. Puis ils nous corrigent si on le dit mal. Nari. Rosetta Stone propose exactement ce programme. Apprendre une langue en observant différentes situations et en déduisant soi-même ce qui doit être dit dans ces situations. On crée un lien réflexe entre une mise en situation et une expression. Et la reconnaissance vocale de l'application compare notre prononciation à celle des locuteurs natifs pour nous aider à bien se faire comprendre. Tengo el pelo castaño. En plus des exercices du parcours classique, l'application propose aussi un compagnon audio pour écouter et répéter, ainsi qu'un mode histoire qui nous pousse à lire, écouter, comprendre et prononcer des histoires de plus en plus construites avec des descriptions et des dialogues.
Rosetta Stone, c'est mon programme de poche pour préparer mon prochain voyage à l'étranger. Et comme les exercices sont rapides, je peux facilement faire des petites pauses régulières dans mes journées de travail pour m'entraîner. Les leçons sont aussi organisées dans l'ordre le plus efficace possible pour apprendre les notions utiles en premier et se rendre au plus vite capable de tenir un échange. Ma prochaine étape, moi, ce sera de regarder des films en espagnol, puis de passer aux sous-titres en espagnol. J'y suis pas encore, mais ça ne saurait tarder. Avec le lien en description, Rosetta Stone vous propose plus de 60% de réduction pour l'accès à vie. C'est un achat unique qui vous débloque les 25 langues disponibles dans l'application pour vous laisser tout le temps de les explorer. Merci à Rosetta Stone de briser la barrière des langues et bon apprentissage. Si vous n'avez pas vu Apocalypto, sachez d'abord que c'est pas un film tout public. Mais si vous n'avez pas peur de quelques moments sanguinolents, je vous conseille d'aller le voir avant de continuer cette vidéo. Parce que le film propose ce qu'Avatar n'a pas su faire, et si je vous gâche la surprise, vous ne pourrez jamais l'expérimenter. Donc voilà. Bon visionnage. Et à bientôt. Apocalypto, ça raconte l'histoire de Pat de Jaguar, un membre d'une tribu de chasseurs qui va être prise d'assaut par des Mayas venus d'une cité voisine. Ceux qui ne sont pas tués sont emmenés jusqu'à la cité en question, dont les champs environnants sont frappés d'une épidémie qui provoque une famine meurtrière. Pour apaiser les populations, l'élite de la cité organise des rituels sacrificiels sanglants, dont le prêtre demande les faveurs des dieux pour mettre fin à la famine. Dans cette scène centrale du film, les prisonniers recouverts de peinture bleue sont emmenés à la chaîne pour devenir des offrandes du rituel sanglant. Les riches souverains ne prennent pas le rituel très au sérieux, nous laissant deviner que tout ceci n'est qu'un apparat pour garder le contrôle sur le peuple. Les sacrifiés prennent place tour à tour dans cette machination implacable qui arrache le cœur encore palpitant de ces victimes sans défense avant de leur couper la tête. L'horreur d'une civilisation qui broie des innocents pour divertir un peuple en colère. Je me permets de rappeler que ceci est une œuvre de fiction, les questions de fidélité historique, déjà j'en parlerai pas ici, et toute ressemblance avec des personnes réelles et actuelles serait fortuite. En tout cas, les puissants de ce monde-là n'attendent qu'un signe, une ouverture pour annoncer à leur sujet avec force que tout reviendra en ordre, que les dieux les ont entendus. Et c'est ce signe, le Deus Ex Machina, qui sauvera de justesse notre protagoniste. Il y en a qui disent qu'une éclipse qui interrompt un sacrifice, ça fait très Tintin. Moi je trouvais que ça rendait l'univers encore plus épique. Et quand on sait que les Mayas sont connus pour avoir prédit des éclipses solaires sur plusieurs siècles, bien longtemps avant d'avoir été colonisés, on peut commencer à penser que même les prêtres n'auraient pas choisi le timing de leur rituel au hasard, c'est juste tombé sur notre héros. Mais je sais que je vais me contredire avec Avatar. Tous les Deus Ex Machina ne se valent pas. Pat de Jaguar réussit à s'enfuir, non sans provoquer la colère de ses assaillants qui le traqueront jusqu'à ce qu'il revienne sur ses terres d'origine, essayant tant bien que mal de rejoindre sa femme enceinte et son enfant resté caché à proximité de leur village de chasseurs. De retour sur son terrain de chasse, Pat de Jaguar défait un à un ses poursuivants en utilisant les forces de la jungle à son avantage. Alors qu'il a presque vaincu tous ses ennemis, les deux derniers le suivent à bout de force jusqu'à une plage. Et c'est là que toute la violence dont on a été témoin, toute la corruption de cette civilisation autrefois glorieuse et le sang versé en vain, sont soudain remis en perspective. Malgré toute l'horreur dont on a été spectateur, le pire est encore à venir. Les hommes modernes arrivent. Apocalypto ne nous fait pas de longs discours pour nous expliquer son message, pas de longues expositions pour comprendre comment la forêt fonctionne ou la hiérarchie de chaque tribu. On nous montre ces gens agir et réagir, et c'est à nous de comprendre qui se soumet à quoi. Si on se demande pourquoi les assaillants pillent le village, il nous suffit d'attendre de découvrir la ville et son problème de famine et son pansement de spiritualité pour assembler tous ces éléments ensemble. Quand on écoute la prophétie étrange de cet enfant malade, il nous suffit de voir Pat de Jaguar traverser chaque épreuve décrite par la prophétie pour décider de relier ces éléments. Personne ne vient voir Pat de Jaguar pour lui dire « C'est toi l'élu, celui que la prophétie annonçait ». Les Mayas parlent de leur dieu et de leur mythologie sans expliquer quel dieu est responsable de quoi. Leur croyance est vécue, pas expliquée aux spectateurs. Et avec tous ces efforts pour nous exclure du récit, on est bien plus intrigué par chaque petit indice qui fuit à travers les fissures de cette réalité fictive. On récupère tout ce qu'on peut, on devient actif, et quand on comprend un nouveau lien entre deux éléments, nos yeux s'ouvrent encore plus grands que pour une image en 4K 3D 48 fps sur écran IMAX au système son Dolby Atmos 9.1. Non, je déconne, si vous avez une mauvaise histoire filmée en IMAX, on s'en fout. On est emporté par l'histoire, même quand un plan magistral cache un fondu pour cacher la coupe et fausser une prise unique, on laisse couler parce que la cascade, elle est réelle et c'est tellement imposant. Il va pas sauter ça quand même.
On est satisfait quand un méchant se fait bouffer par un jaguar, même si on peut clairement voir la marionnette, parce que juste avant, on a vu un vrai acteur poursuivi par un vrai jaguar, et la terreur sur son visage, elle peut pas exister dans un studio de performance capture. Alors oui, Apocalypto, c'est une épreuve qui ne s'adresse pas à la majorité du public d'Avatar. L'un cherche à nous émerveiller, et l'autre veut nous choquer. Mais une partie de moi rêve de voir la franchise originale laisser place à des spin-offs, juste pour commencer à avoir ce genre de proposition un peu plus sombre. Parce qu'un monde alien ne devrait pas être aussi inoffensif qu'une forêt de Barbapapa. Je sais pas, j'ai toujours bien aimé quand on prend un univers grand public, coloré et bon enfant, et qu'on y écrit une histoire plus sombre, désaturée, sale et violente. Mais revenons à nos Mayas. Ça raconte quoi, Apocalypto? C'est déjà et surtout un film de survie. Un protagoniste qui lutte à la fois contre les forces de la nature et les hommes civilisés pour essayer de rester en vie et de retourner à sa famille. Maintenant, le thème le plus évident du film, il est écrit textuellement avant la première scène. Une grande civilisation n'est pas conquise par l'extérieur tant qu'elle ne s'est pas détruite de l'intérieur. Le film nous transporte alors dans un voyage à travers une civilisation qui oublie de rester simple, qui oublie d'être connectée à la nature et à la famille, qui, en se complexifiant pour évoluer vers plus de richesse, vers plus de confort et d'efficacité, finit par se pervertir, devenir dépendante de la manipulation des masses, du mensonge et de la cruauté. Et on observe cette fresque avec horreur en gardant dans un recoin de notre esprit l'idée que cette civilisation a existé et n'a pas pu perdurer. On connaît la défaite qui l'attend face aux envahisseurs européens. Mais on regarde les raisons internes de sa démise. Une civilisation grandiose qui prospérait, et son déclin naturel, juste avant le coup fatal de la colonisation. Et en parlant d'invasion, je vous propose de retourner à Pandora pour l'imaginer différemment. Quand le spectateur découvre la planète dans le premier volet, les Na'vi sont cette espèce extraterrestre vénérable qui a adopté un mode de vie communautaire où tout le monde est égal. Les Na'vi sont introduits comme une espèce parfaite. Un idéal, opposé à la race des hommes qui détruit tout sur son passage. Et maintenant qu'on passe plus de temps avec eux, on développe leurs émotions, on les rend plus humains, plus défectueux. On leur rend difficile la tâche d'accepter la différence. On les blesse pour cultiver la haine en eux, pour les assoiffer de pouvoir en réaction à l'impuissance de leur passé. Comment pourrait-on donner une raison aux Na'vi d'avoir été incapables de se défendre face à la menace humaine? Qu'est-ce qui aurait pu les empêcher de réunir tous les clans par eux-mêmes pour affronter les humains sans l'aide d'un sauveur blanc? Peut-être qu'ils ne sont pas aussi unis et vertueux qu'ils le laissent paraître. Les humains auraient pu arriver à un moment de faiblesse dans l'histoire du peuple Na'vi. On peut alors imaginer un Pandora sur lequel les Na'vi se déchirent et détruisent leur propre civilisation, se rendant trop faibles pour pouvoir lutter contre les petits blancs-becs armés jusqu'aux dents qui viennent voler les richesses de ce qui était jadis leur propre jardin d'Éden, dans lequel le sang bleu aurait déjà trop coulé. Les humains et les Na'vi ne sont pas si différents, les films insistent là-dessus. Un humain devient Na'vi, une famille se crée de l'union entre les deux espèces, et maintenant un humain sans ADN de Na'vi devient lui aussi capable de vivre sur Pandora, de se connecter avec Eywa. Et inversement, les Na'vi nous montrent désormais un clan plus violent, avec la volonté de se déconnecter d'Eywa, la soif du sang et du pouvoir. Quand on voit une tribu comme les Mangwan, Cameron nous dit que les humains ne sont pas les seuls à vouloir se déconnecter de la nature. Pandora n'est pas si jeune, l'espèce des Na'vi n'est pas née de la dernière pluie, j'imagine que les Mangwan ne sont pas la première tribu à avoir tenté ce move. Du coup quoi, la sélection naturelle fait disparaître ce genre de tribu? C'est sûr que quand on les regarde, bon, ils ont pas l'air aussi futés que les autres. Mais dans la logique, ils ont les mêmes capacités intellectuelles, ils sont tout à fait capables de se poser 2 secondes et de réfléchir à comment étendre leur pouvoir, comment créer un système qui dépend d'eux et qui leur apporte tous les bénéfices qu'ils désirent, plus de puissance, plus de destruction. Ils sont capables de convertir d'autres Na'vi, d'orchestrer des conflits, de corrompre. Et s'ils sont aussi intelligents que les hommes, voire plus, une tribu telle que les Mangwan aurait pu dans le passé développer son mode de vie déconnecté de la nature et faire évoluer la civilisation Na'vi. Mais d'après moi, l'idée des Mangwan est arrivée trop tard pour donner à un clan incendiaire un tel impact sur le passé de Pandora. L'histoire des Na'vi ne commence que quand les humains sont arrivés. Le problème d'Avatar, c'est de n'avoir pas considéré les Na'vi comme une civilisation à part entière, de ne pas leur avoir laissé la place de vivre et d'évoluer avant l'arrivée des envahisseurs. Une civilisation, c'est pas forcé d'être étatique, donc d'avoir une forme d'état, ou d'inclure des constructions de monuments et des classes sociales. Les Na'vi forment d'ailleurs déjà une sorte de civilisation segmentée en clans, mais il s'avère que jusqu'ici, leur société fonctionnait parfaitement. Apocalypto nous rappelle que toute civilisation a cru être l'apogée de l'humanité. Nous sommes les derniers de ceux qui ont existé à ce jour, les plus évolués de toute l'histoire des hommes. Nous sommes donc les meilleurs, et cette croyance même nous conduira à notre défaite.
Si Avatar essaye de nous montrer que l'homme se croit supérieur où qu'il aille avant d'être remis à sa place par Mère Nature, il fait l'erreur d'opposer l'homme à un peuple qui lui ressemble un peu trop, sans pour autant assumer cette ressemblance jusque dans les défauts. Il fait l'erreur de mettre les Na'vi dans une position de supériorité morale. Et cette supériorité morale n'est même pas accessible aux humains à l'état naturel puisqu'elle passe par une connexion neuronale directe avec Eywa. Donc, d'après Cameron, si on n'évolue pas génétiquement pour se connecter avec un champignon, on est voué à la ruine. Alors que les Na'vi, eux, retrouveront toujours l'équilibre. Parce qu'en l'état, un clan comme les Manquad n'est qu'une anomalie temporaire. Alors que si Avatar avait suivi l'exemple d'Apocalypto, décrivant un peuple certes plus connecté avec la nature, mais avec ses propres défauts, qui le conduisait à la ruine avant même l'arrivée des humains, la ressemblance entre les hommes et les Na'vi aurait été plus honnête. Voir les Na'vi gérer une crise civilisationnelle pourrait devenir une vraie leçon en les rendant réellement égaux aux humains, et pas juste supérieurs. Peut-être que ça serait passé par l'absence de Deus Ex Machina en faveur des Na'vi à chaque fin de film. Quand le seul dieu un peu tangible de l'intrigue valide les extraterrestres et terrasse les humains, ça donne plus trop envie d'être humain. Alors qu'ajouter un peu d'anthropologie dans le mix, nous montrer un autre système de civilisation réaliste chez les Na'vi, ainsi que ses faiblesses, puis montrer la confrontation entre les deux civilisations, ça aurait été moins biaisé comme débat. Pour faire simple, l'erreur d'Avatar, c'est d'avoir résumé l'humanité en un seul trait de personnalité négatif, la cupidité, et de l'avoir confronté à un trait opposé positif, la communauté, mais en réservant ce trait positif aux aliens par le biais de leur kourou, la tresse qui les connecte au réseau naturel, et à tous les autres individus de leur planète, rendant ce mode de vie inaccessible aux humains. Dans un débat moral intéressant, il n'y a pas un parti évident. Si on nous donne une évolution finale, un idéal, l'humain défectueux est juste voué à soit détruire l'idéal, soit tenter de lui ressembler. C'est pas aussi intéressant que de dire les deux parties sont défectueux, les deux parties ont leurs valeurs défendables mais opposées, qui va gagner? Après, Cameron peut toujours se retourner en nous faisant découvrir que Pandora est bien plus vaste et qu'il y a différents types de civilisations Na'vi plus loin, et du côté des humains, il peut nous rappeler que jusque-là, on ne voyait que la RDA, une entreprise véreuse aux bras armés, mais que maintenant que plus de population s'installe sur Pandora, l'empathie des humains va forcer la RDA à calmer son jeu. Bon, et puis Apocalypto, il nous réapprend aussi qu'on peut faire bien plus avec 10 fois moins de budget qu'Avatar. La rentabilité était au rendez-vous d'ailleurs. Mais surtout, on est bien plus investi dans ce protagoniste et ses enjeux simples qu'on ne l'est pour les 15 personnages principaux d'Avatar avec des intrigues toutes plus complexes les unes que les autres. On ressent bien plus de douleur pour chaque coup que prend Patte de Jaguar que lors des multiples batailles sophistiquées de Pandora. Avec moins de personnages, on a le temps de comprendre la viscéralité des émotions de chacun. L'élite de la cité d'Apocalypto n'est pas méchante, elle est coincée par sa responsabilité vis-à-vis d'un peuple qui se meurt et qui réclame un changement. Incapable de le leur donner, les croyances sont alors détournées par nécessité. Le chef des guerriers de la cité, il est pas méchant, son rôle dans la société, c'est d'apporter des esclaves et des prisonniers. Et la raison pour laquelle il finit par développer une haine féroce envers Patte de Jaguar, c'est parce que ce dernier a tué son fils, celui dont il était fier, celui qui cherchait à rendre son père fier. Yan Silik, Zole, Yan Wesitik, Vishin Bukintiku Yotel. Donnez-nous un film Avatar qui revient aux bases, qui ose faire moins, qui nous donne l'impression de regarder un film de cinéma plutôt qu'une hyper-production qui ressemble de plus en plus à une série télévisée dans laquelle aucun personnage important ne peut se permettre de mourir et aucun arc ne peut aboutir à sa conclusion à la fin d'un épisode attendu plusieurs années. S'il vous plaît. Et vous, il y a un autre film qui vous a donné des idées pour améliorer Avatar ?